Marc Fiorentino nous a rejoint à 8h43. J'avais tout un petit programme. Très content. Évidemment, comme chaque vendredi, vous êtes ravis d'être là. J'avais un petit programme que je vous ai soumis, mais vous voulez faire autre chose. Vous voulez faire vos remerciements en cette fin d'année, à commencer par Christine Lagarde. Oui, parce que je me suis dit quand même, j'ai peut-être été un peu dur pendant toutes ces matinales et je pense qu'il y a un moment, il faut savoir remercier les gens pour ce qu'ils ont fait. Alors je voudrais d'abord remercier Christine Lagarde, en effet, parce que je trouve que de s'enfermer comme ça, sans rien comprendre à tout ce qui se passe depuis des années, c'est quand même un exploit. Hein. Vous avez tenu 2 secondes. Et on l'a vu hier avec son discours qui était surréaliste. Hein. C'est-à-dire que la BCE est probablement la seule banque centrale qui n'a pas compris que sa fonction n'était pas simplement de combattre l'inflation, d'ailleurs une inflation qui n'existe pas, il n'y a pas d'inflation en zone euro, elle va continuer à baisser et elle ne parle pas de croissance, alors elle est très contente, elle trouve que la situation est très bonne. Alors je ne sais pas dans quel monde elle vit, je ne sais pas si elle rencontre des entreprises. Et donc la croissance, c'est super, elle est contente qu'on ait une croissance de 1,2 ou 1,4%, et puis elle ne voit pas que le chômage est en train de monter, elle ne voit pas que l'Allemagne est à l'arrêt, donc bravo et merci pour 2025 à Christine Lagarde. Vous voulez remercier également Emmanuel Macron? Oui, évidemment, notre président de la République. Sans lui et sans sa décision mortifère d'avoir de dissolution l'année dernière, on aurait eu probablement entre 0,4 et 0,5% de croissance supplémentaire, des créations d'emplois, des patrons qui ne chercheraient pas à s'internationaliser et à quitter la France. Et donc, merci, parce que pour une décision aussi dramatique, et puis de continuer à s'enfermer et de faire sa campagne pour la présidence du monde et son poste de secrétaire général à l'ONU. Donald Trump. Donald Trump, lui, alors je voudrais vraiment le remercier. D'abord parce que grâce à lui, on a eu des choses à dire à peu près tous les vendredis et vous à peu près tous les matins. C'est vrai. Sans lui, franchement, on serait ennuyé cette année. Et puis finalement, grâce à lui, à force d'insulter l'Europe, on va peut-être avoir une Europe qui va se décider à former un bloc autonome. Il nous invite à devenir des grands, à prendre en charge notre sécurité, à prendre en charge notre économie. Alors, merci Donald Trump, bien sûr. Les députés de l'Assemblée nationale. Oui, alors eux, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est standing ovation. Hein. Je ne vais pas le faire là parce que ça poserait des problèmes de micro et de caméra, mais standing ovation pour les députés de l'Assemblée nationale. C'est quand même incroyable. À force de voir ça tous les jours, on s'y est habitué. Mais si on prend un tout petit peu de recul, on s'aperçoit quand même qu'on est dans une situation qui est ubuesque. C'est-à-dire qu'on a quand même eu depuis quelques mois. Alors que je vous rappelle qu'il y a une déconnexion, vous le savez, vous en parlez, entre les Français et la politique. Là, on a réussi à achever le dernier intérêt que pouvaient avoir les Français sur la politique avec une décision sur le budget qui a été totalement lunaire. C'est-à-dire, ils ont passé quand même des semaines, on le rappelle, à discuter chaque mot, chaque virgule, à voter avec des coalitions totalement improbables, avec un rassemblement national. Chacun faisait son petit programme pour la présidentielle. Oui, avec le Rassemblement national qui, dans son programme, d'un côté vote avec la gauche, avec le LFI, et puis d'un autre côté, on a Bardella qui nous fait son numéro de claquette avec les patrons. Et puis tout ça pour dire, très peu de temps après, finalement, non, c'était pour rigoler, parce qu'en fait, on n'a rien voté, donc on a rejeté tout ça, et puis après, ça allait au Sénat. Alors, les sénateurs, ils ont pris leur nouveau truc, et puis maintenant, on a cette commission mixte paritaire, et puis on ne sait même pas ce qui va en sortir. Donc, bravo, parce que grâce à eux, les patrons sont complètement perdus. Les dirigeants d'entreprise ne savent plus quoi faire, on n'a plus de visibilité, et il y a ce miracle qui voudrait qu'à partir de 2027, il se passe quelque chose. D'abord, je rappelle que 2027, c'est dans 1 an et demi, les élections. Ça veut dire que 2026, on va encore se taper cette situation qui est juste insupportable. Alors merci à eux, parce qu'ils ont perdu toute la crédibilité qu'il leur restait. Il n'en restait pas beaucoup. J'ai fait une liste de personnes que vous avez oubliées. Friedrich Merz. Écoutez, il fait un bon job. Je trouve qu'il a été très malin parce qu'il a réussi à se servir de la situation russe pour relancer l'économie allemande. Donc ça, je trouve ça très malin. C'est-à-dire que 500 milliards d'euros émis sur les marchés l'année prochaine. Et il a réussi à faire passer. On rappelle, il a fait sauter une règle inscrite dans la Constitution qui disait on ne peut pas avoir un déficit budgétaire. Alors il a pris le prétexte réel ou fantasmé du risque russe, réel en partie, pour dire attendez, mais moi j'ai besoin qu'on me donne des moyens pour nous réarmer.
Alors tout le monde a dit, évidemment, pour nous réarmer, on a quand même le souvenir de la guerre froide. Puis après, il a dit, on va faire les ponts. Et puis il a dit, bon, attendez, puisqu'on y est, je vais refaire quand même, parce que si les tanks doivent passer et le matériel militaire, il faut qu'on refasse des routes, il faut qu'on refasse des ponts. Donc est-ce que vous me donnez un peu d'argent pour les infrastructures? Et tout le monde lui a dit, évidemment oui. Oui, bravo. Alors lui, par contre, il a été très très malin. Sanae Takeshi. Intéressant parce que elle nouvelle continue, présidente du Japon. Ouais, alors elle continue à s'acharner. Je pense qu'elle va vraiment dans le mur, elle. C'est-à-dire qu'elle fait exactement ce qu'a fait le Japon pendant 25 ans, ce qu'a fait Shinzo Abe. Une relance pour rien faire. C'est-à-dire que c'est la énième relance avec des dépenses, des investissements, avec une dette qui est quand même colossale. On prévoit quand même que le Japon dont on loue, nous, même ici, le fait qu'ils savent très bien gérer leur argent, qu'ils investissent partout, ils vont quand même arriver à 300% de dette du PIB. Alors j'entends toujours cette même musique, on cite, ah mais c'est pas grave parce que c'est les Japonais qui investissent dans la dette japonaise. D'abord, c'est plus vrai. Il y a une partie de la dette japonaise qui est achetée par des investisseurs étrangers, et d'autre part, aujourd'hui, ils se retrouvent avec des taux d'intérêt, vous le disiez tout à l'heure, en parlant de l'ouverture des marchés, qui sont à des records qu'on n'avait pas vus depuis des années. Rappelons que le Japon était quand même le pays des taux d'intérêt négatifs pendant très longtemps. Les voilà avec des taux d'intérêt à 10 ans à 2%. Alors pour nous, ça nous paraît très bas, mais c'est spectaculaire pour le Japon. Et puis, alors le seul avantage qu'ils ont, c'est que pour le moment, ils ont un yen qui est très faible, ce qui leur permet d'être ultra compétitifs. Mais justement, est-ce que ces investisseurs japonais ne vont pas se détourner des investissements dans la dette européenne? Parce que... évidemment. D'ailleurs, en fait... Et se racheter de la dette de chez eux. Mais évidemment, vous avez tout à fait raison pour une fois. Vous ferez mes remerciements à moi à la fin de l'émission? Évidemment, vous me laisserez quelques Bien secondes. sûr. Et évidemment, puisque le mouvement, on rappelle, le Japon est un des principaux créanciers du monde, et donc détenteur de dettes françaises, américaines, et évidemment, ils vont faire des arbitrages. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça a déjà commencé, participer à financer la gabegie française, ça va moins les intéresser que financer leur propre gabegie. Giorgia Meloni? Pas mal, sauf que là aussi, je trouve qu'on a un peu déliré tous, et je me mets dans la boucle parce qu'on a parlé beaucoup de miracle italien. Il n'y a pas de miracle italien. Voilà, ça c'est quand même très important de le dire. De la même façon qu'on s'excite en disant, je vois partout dans les médias, mais c'est pas mal, c'est quand même génial, la croissance qu'on a réussi à avoir en France. Finalement, malgré le blocage, malgré tout ça, on n'est pas à zéro. Attendez, je vais vous rappeler simplement qu'on a réussi à créer un peu de croissance, mais avec plus de 5% de déficit. C'est-à-dire le rapport entre le déficit et la croissance est totalement ridicule. Et en Italie, si on enlève l'aide européenne, parce que Meloni a tourné évidemment kazakh sur l'Europe, juste pour bénéficier des 200 milliards d'aides européennes, la croissance, elle serait dramatique. Donc le pays, je le rappelle, la prévision de croissance pour 2025 de l'Italie, c'est 0,5%. 0,5%, malgré une aide colossale de l'Europe. Donc franchement, elle fait le job parce qu'elle a apporté un peu de stabilité à l'Italie. Ça, c'est très important. Ce qu'on n'a pas et ce dont on souffre ici, le manque de stabilité. Mais par contre, en termes de politique économique, franchement, il n'y a pas grand-chose. Et puis, je voulais vous remercier. Non, j'ai le temps. Non, il reste 2 minutes. Rachel Reeves, on dit un mot de Rachel Reeves? On a fait le tour du monde. Non, là, franchement, c'est ce que je vous disais quand on s'était vu il y a quelques semaines. Eux, ils ont fait le pire de ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire, si c'était pour faire le Brexit, pour faire une politique française sociale et de dépenses et faire sortir les chefs d'entreprise et les milliardaires, c'était pas la peine de faire le Brexit. C'est-à-dire qu'à la limite, pour faire une politique française, il fallait rester dans l'Union européenne. J'ai même envie de leur dire que si c'est pour faire la même politique que celle qu'on fait en pire, il vaudrait mieux même rentrer dans la zone euro. Et vous avez rien dit sur Sébastien Lecornu? Non, parce que franchement, j'ai presque de la peine pour lui, parce qu'il passe ses journées à essayer de faire de la combinazione à l'italienne, c'est-à-dire des compromis avec des compromissions. C'est un job qui est horrible, il ne voulait pas le prendre, et franchement, j'aimerais pas être à sa place. Voilà, et puis je voulais vous remercier, parce que d'abord, j'ai eu énormément de plaisir à venir tous les vendredis. Je vais revenir, mais c'est la fin de l'année. Et que bravo pour vos audiences qui sont très bonnes.
Mais je vous remercie Marc, c'est vrai que nous sommes désormais la première matinale. Voilà, il faut le dire parce que je pense que les gens ne le savent pas 114 000 suffisamment. Auditeurs sur l'année, c'est plus 20%. Merci à vous Marc de venir aussi fidèlement tous les vendredis. Ce soir, vous serez également dans C'est votre argent, tous les vendredis. Et on va faire un bilan de l'année, on va faire le top 3 des gérants et évidemment on va donner les perspectives pour 2026 sur l'économie, sur l'inflation, les taux d'intérêt, sur la bourse. Il y aura qui ? Il y aura Sébastien Lalvé, il y aura Denis Ferrand, il y aura Stéphanie Mauger, entre autres. Entre autres. Et tous les autres. Vous avez oublié le prénom ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est très bien, Marc. Je vous dis donc à ce soir, à l'année prochaine. Absolument.